le choix, d'abord, il faut remercier l'initiative de Daniel, parce qu'il est toujours quand même en avant pour ce genre de choses. Donc c'est lui qui a eu l'idée de mettre en exergue l'aspect portugais de l'endroit. Donc ça fait plaisir aussi que le consul ait réagi positivement. Et puis ensuite l'idée c'était de faire une conférence en hommage à Vasco de Gama. Alors, comme on est un public assez petit, on pourrait utiliser aussi l'aspect convivial et en même temps faire une discussion par rapport à ça. Moi, ce que je voudrais, c'est pas simplement vous parler de Vasco de Gama, mais un peu de son contexte dans l'historique, pour montrer à quel point il était en avance sur son temps, parce que si on ne connaît pas son temps, c'est difficile de voir qu'on est en avance. Voilà. Donc, au niveau des détails, disons un peu technique ou historique. Alors vous voyez, comme date, on met 1469. On ne sait pas si c'est 1469 ou 68. Certains même disent de 60 à 69. C'est pas vraiment très clair. La date de mort est très précise. On sait même le jour. Mais c'est pour vous dire que c'est un peu normal. Au départ, on ne sait pas bien comment ça démarre. Et ensuite, on voit les choses de façon plus claire. Donc on va essayer de voir, et peut-être vous allez voir de façon surprenante, il y aura un rapprochement avec le drapeau. Donc quand Daniel décalera un peu, il verra ce que je veux dire par là. Dans une autre représentation de Magellan, on en parlera peut-être un peu plus en détail. Donc là, il est en plein essor, on va dire, au niveau de son âge. On voit qu'il a directement la croix. Alors la croix, donc on va commencer par ce détail. Alors souvent la croix est mal dessinée. D'accord. Donc là, je vous prends un exemple où elle est mal dessinée, parce que c'est la croix normalement Santiago. Donc, alors pourquoi son père, donc, il est d'une famille noble portugaise. Donc, ce sont des nobles, et il appartient à un ordre très ancien, qui date à peu près de l'époque que tu as mentionné depuis le début, donc vraiment du XIe siècle. Ça correspond, alors ce que vous connaissez peut-être un peu mieux comme ordre de l'époque, c'est les ordres de Templiers et les ordres hospitaliers, mais il y a un ordre équivalent donc portugais. D'ailleurs même dans les hospitaliers on avait le Portugal par la suite, et en fait la croix de Saint-Jacques, si vous voulez, c'est une croix qui est comme une croix au début, et en bas, c'est une épée. C'est l'ordre de la croix de l'épée. Donc sur les représentations, alors je vous montrerai à la fin, il y a une représentation avec une statue où on voit bien que la croix est bien dessinée comme il le faut. Alors c'est assez intéressant aussi de voir, on verra après par rapport aux armoiries, et vous pouvez tout de suite remarquer la similitude au centre. D'accord ? Donc ça, ce sont les armoiries que vous voyez, donc de Vasco de Gama, alors qui a été nommé par le roi, c'est même un décret, donc Manuel Ier, donc ça c'était en 1513, je reviendrai sur les dates, mais en tout cas, donc c'est les armoiries officielles, il a été nommé comte donc de Vigueiras. Ce n'est pas là où il est né. Des fois on fait une confusion, justement. Ce qui intéresse toujours, c'est aux dates précises, mais là il n'y a pas de date de naissance, alors on ne peut pas savoir. Et donc ça c'est les armoiries. Vous remarquez tout de suite que ces armoiries avec ces écus à base 5 en forme 4 pour faire une croix, c'est vraiment ce qui est au centre des armoiries du Portugal. Alors ça s'explique aussi par le fait qu'il va devenir vice-roi des Indes. Donc c'est un très haut titre, et donc ça va être associé justement après la découverte. Donc il va être nommé vice-roi des Indes en 1524. Donc en fait c'est l'année de sa mort. Il n'a pas vraiment pu en profiter beaucoup, mais bon. Alors là, vous avez une représentation du départ de Magellan, que vous pouvez voir à droite. Le roi est au centre. Vous reconnaissez d'ailleurs les armoiries du roi derrière.
Donc vous voyez tout de suite ce symbolisme que vous ne voyez pas à l'extérieur, mais simplement le blason intérieur, qui est juste derrière le roi, et qui indique le point de départ. Vous remarquez aussi les croix, donc on est vraiment dans le cadre qui serait en fait la succession des croisés. Hein. On est quand même on est un peu plus loin au niveau temporel, mais c'est vraiment la même considération. On est dans les croisades les plus récentes. Hein. Vous vous rappelez qu'on a 9 croisades. Donc là, c'est bien plus récent, puisqu'on est en 1497. Et vous voyez un autre personnage, un peu plus à gauche, qui tient lui aussi le blason uniquement bleu avec des points sur la gauche, hein, à côté donc du drapeau blanc avec la croix rouge. Donc c'est pour, vous voyez que c'est un immense tableau, donc pour commémorer un peu ce voyage. Alors là, l'armada, donc l'armada, pour les différents voyages, on en reparlera, pour l'armada principale, enfin le bateau de base, c'est le Saint-Gabriel, São Gabriel. Alors c'est un bateau de 27 mètres de long, 8,50 mètres de large, 2,3 mètres au niveau de la profondeur, vous savez, sous l'eau, et 372 mètres de voilure. Donc c'était deux grands bateaux à peu près équivalents. Le deuxième bateau, il est commandé par son frère. Et il y a encore 3 autres bateaux, mais on ne connaît pas les références des 2 derniers. Il y avait Coelho qui était capitaine du 3e. Les autres ont été perdus, hein, parce qu'au moment du retour, ils vont partir 170 et ils vont revenir 55. Donc, là, c'est une vue que je voulais vous montrer récente. Donc, c'est le cap de Bonne-Espérance avec la courbure de la Terre. Donc, ça va être un enjeu colossal pour l'époque. Parce qu'en fait, ils savent très bien que la Terre est vraiment ronde. Je vous signale quand même que pour les gens qui sont strictement catholiques, à l'heure actuelle, la Terre est ronde depuis 1979. Hein, puisque ça a été la bulle du pape qui a quand même dit que, bon, il faudrait quand même le dire à un moment, puisqu'elle était plate. Jusqu'en 1978, la Terre était plate dans l'Église catholique. Voilà. Enfin, c'est pour vous dire quand même qu'on a une époque où c'est l'équivalent des rois catholiques au niveau de l'Espagne, donc tout le monde sait très bien qu'elle est ronde. Or, l'Église va l'accepter qu'en 1979. Alors, on va parler aussi pas mal de géopolitique de l'époque. Alors pourquoi? En 1979. En 1979, c'est la bulle officielle du pape qui décidait que la Terre... Comment? Ça n'avait pas été mentionné. Non, c'est le contraire. C'est que c'est systématiquement mentionné qu'elle est plate. Ah oui, il n'y avait pas de... C'est le grand problème avec Galilée. Parce que Galilée ne disait pas seulement qu'elle était ronde, elle disait qu'elle tournait en rond. C'était pire. En fait, quel était l'enjeu pour l'Église? Ils n'étaient pas tous cons, hein, ils savaient. Non, c'est pas ça. Ils le savaient effectivement, mais l'enjeu c'était à partir du moment où on a défini que c'est rond, après on commence à rentrer dans le cadre du système héliocentrique, et donc c'est plus la Terre qui est le centre du monde. Oui, d'accord. Et là on commence à avoir d'autres problèmes. Oui. Parce qu'il fallait que la Terre soit le centre du monde et que l'homme soit le centre de la création. C'était ça alors. Oui, parce que c'est là où est né le Christ. Si d'un seul coup vous dites que la Terre c'est une petite planète du système solaire qui est un tout petit système dans l'ensemble de la galaxie, qui est une petite galaxie dans l'ensemble de l'univers, on se demande pourquoi ils ont pile choisi d'être là. Donc ça revient à remettre pas mal de choses en cause. C'est pour ça par exemple Giordano Bruno avait été condamné parce qu'il parlait à l'époque déjà des mondes multiples. Donc c'était ça la difficulté. Alors bon, donc ça c'était une mise au point pour vous dire quand même qu'on peut très bien avoir des connaissances scientifiques et même techniques très importantes, et par ailleurs être très croyant, et en même temps l'église officielle être en retard sur ce positionnement parce qu'elle a un problème de dogme. Donc c'est pas incohérent tout ça, mais
Mais par ailleurs, quand vous dites que c'est quasiment 500 ans après, je vous rappelle quand même que le roi d'Espagne s'est excusé auprès des Juifs pour l'époque, 500 ans après. Hein. Donc il n'y avait aucun roi d'Espagne précédemment qui avait dit c'est pas bien ce qu'avait fait le roi catholique. Donc c'est exactement la même chose. C'est pas que ce pape-là était... Oui, justement, c'était pour faire une mise au point. Alors là, je vais vous montrer une série d'images de l'Europe et surtout du bassin méditerranéen. Donc d'abord que vous compreniez aussi que le Portugal n'existe pas encore. Hein. Donc vous voyez, on est en l'an 1000. Alors on va faire défiler à peu près. Alors ce que je voudrais, c'est que vous reteniez un peu le cadre global. Donc vous voyez en dessous les Fatimides. Alors j'insiste pourquoi sur cet aspect, c'est par rapport au canal de Suez. D'accord. Donc, vous vous rappelez tous que le canal de Suez, alors souvent on se trompe, le Suez c'est en dessous, c'est pas au-dessus. D'accord. Donc c'est en haut, c'est Saïd, le port Saïd qui n'existait pas, alors que le canal de Suez existe. Donc on est ici. Alors pourquoi ça va être un point stratégique? On va essayer de l'expliquer. Tout le monde va essayer de contrôler la région et toujours ce problème, en fait, chrétien-musulman va jouer un énorme rôle de passage ou pas, ou ça va être aussi un problème entre chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça va être entre chrétiens? Ça va être, par exemple, le monopole des Vénitiens, les problèmes avec l'Espagne, parce que là, aujourd'hui, on est portugais. Donc, voilà. Donc, on essaie de réfléchir comme le ferait un portugais à l'époque. Donc là, on est avant l'époque. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est les difficultés qu'il y a pour un pays du bord de passer à l'intérieur. Parce que vous voyez bien que l'Italie est au centre. Donc l'Italie est au centre, le système arabe est en dessous, et le Portugal, on est au bord, côté atlantique, quand on sera. Donc on arrive en 1100, d'ailleurs. Donc vous voyez toujours qu'on a les Fatimides dans la région qui va nous intéresser. En même temps, c'est pas complètement délirant d'avoir cette approche qu'on est en train de faire, parce que ça peut vous paraître un peu anachronique. En même temps, je pars du principe que vous connaissez tous Marco Polo, qui est déjà allé dans la région, mais par voie de terre. D'accord? De façon différente. Donc, regardez le cadre. Donc, toujours la République de Venise, on la voit bien centrée. L'Italie, on a ce qu'on appelle l'Empire romain qui va devenir byzantin. Donc là, on est en 1200, et c'est là, comme l'a bien dit Daniel, qu'on voit apparaître, en fait, pour la première fois, le Portugal. D'accord? Donc, vous rappelez au départ qu'il est rattaché à l'Espagne, après on a une sorte de scission interne, et il va avoir ce phénomène de bord. On arrive donc en 1300, là maintenant, je reviens un peu en arrière pour que vous voyez bien, le Portugal ici n'a pas les frontières qu'on connaît. Plus grand. D'accord? Non, non. C'est maintenant qu'il est plus grand. Enfin, bon, vous disiez ça. Maintenant, il prend tout bord. D'accord? C'est comme il est là. Voilà. Donc ça, c'est maintenant le Portugal qu'on connaît. On est en 1300. Alors, je précise aussi pourquoi c'est important. Parce que je vous ai dit que c'est une famille noble portugaise. Son père. Donc, en tant que chevalier de Santiago, il va avoir une influence par rapport à ça, et donc ça représente une structure qui protégeait aussi les pèlerins pour Saint-Jacques de Compostelle. Donc là, on est en 1400, donc on commence à être très près de notre zone. Alors, on va faire quelque chose qui est horrible, c'est qu'on va passer directement en 1500, alors qu'en fait, ça va se situer juste avant, mais c'est pour vous donner à peu près la taille. Voilà. Donc, c'est à peu près donc, la carte que connaît Vasco da Gama. D'accord? Donc c'est à peu près la configuration. Alors, il y a un truc qui est très important à dire pour comprendre à peu près le cadre de cet ensemble de considérations. Donc les gens savent qu'en Inde, il y a quelque chose. Ils sont déjà allés.
l'accès à l'Inde via la Méditerranée et ensuite un petit passage par terre, parce que n'oubliez pas, parce que bon, alors là je m'adresse aux Français, parce qu'on est portugais, mais de temps en temps on a le droit d'être français, alors n'oubliez pas que Ferdinand de Lesseps, en 1869, va faire le canal, mais le canal existait déjà dans l'Antiquité égyptienne. D'accord, on avait des traces, simplement le sable le recouvrait finalement, donc il y avait un passage. Pas un passage très bien, pas un passage énorme pour pouvoir faire passer par exemple maintenant des pétroliers. Bon, donc, mais ce passage était quand même connu. Alors il était tellement connu pour se rendre compte qu'à l'époque de Vasco de Gama, par le bas, d'abord il y a évidemment les Arabes qui sont sur place, et il y a aussi les Chinois. D'accord? Donc, il faut bien se rendre compte de l'apport de Gama. Vasco de Gama ne va pas découvrir les Indes. Il ne va même pas découvrir cet endroit-là. Il va découvrir comment y accéder par bateau. Alors, normalement, vous pourriez me dire, c'est idiot cette approche de vouloir contourner à tout prix l'Afrique, étant donné qu'on peut passer par là, on sait. Donc, premier problème, c'est, si vous voulez, l'hégémonie maritime de Venise, qui contrôle absolument tous les points de passage. Et évidemment, on ne se gêne pas à l'époque pour des actes de piraterie, ce qui veut dire que quand le bateau va revenir avec les fameuses épices, alors, c'est une remarque d'ailleurs importante, on le reverra au moment du repas, vous verrez que vous poivrez plus votre repas. Le poivre, c'est très cher. Alors on continue à dire maintenant on continue à penser, jusqu'à ce que je vais dire, que le poivre, c'est pas si cher que ça. Le poivre, c'est quasiment son pesant d'or. Pas l'expression. Parce qu'en fait, évidemment, quand vous prenez votre poivre, vous prenez ça, c'est très petit. Si vous regardez vraiment le nombre de grammes que vous avez acheté, au prix que vous avez acheté, et vous ramenez ça au kilo pour savoir ce que vaut un lingot, vous allez d'un seul coup vous rendre compte que c'est quand même super cher. Alors, à l'époque, c'est pareil pour poivre, cannelle, gingembre, tous les trucs un peu particuliers. Au moment où les gens payent, c'est là que ça vient de notre expression, ça vaut son pesant d'or. Et il y a une balance, on met, on pèse, et on fait l'équivalent en or ou en argent. Donc il y avait deux expressions, ça vaut son pesant d'argent, ou son pesant d'or, ou son demi-pesant d'or. Vous voyez? Voilà. Bon, maintenant, en fait, à Lyon, on a son pesant de graton, mais ça doit être cher. Voilà, alors là, c'est 1600, je ne reviens pas. Donc, voilà. Maintenant, le cadre. Le cadre, je dirais, donc, on a maintenant une vision du XXIe siècle avec de la géopolitique, on comprend bien ce qu'on veut dire. Alors, vous avez une partie que vous voyez, l'Empire ottoman, qui va gérer cet ensemble-là. Vous avez d'un côté l'Inde. Alors, ne soyez pas trop européens non plus, c'est-à-dire pas idiots à ce moment-là. En fait, c'est eux qui viennent plus souvent vers nous que nous vers eux, hein, contrairement à ce qu'on raconte. Donc, par exemple, vous voyez, le Japon vient en Chine, la Chine vient dans l'Empire ottoman et une partie de l'Europe. C'est comme ça qu'en fait, on a les premiers points de contact. Et c'est pareil pour l'Inde. Donc, on a un flux dans ce sens-là, d'abord. Alors, maintenant, essayez de redevenir maintenant portugais et vous dire comment vous voulez passer, en tant que Portugal, pour aller en Inde. Alors il y avait deux points de vue. D'abord, il fallait utiliser le fait que la Terre était ronde. Donc ça, c'était fondamental. Ensuite, ils avaient un autre petit problème, c'est qu'ils étaient persuadés que l'Afrique arrivait au bord du monde. Alors, donc ça, il ne faut pas se moquer parce que je vous signale quand même qu'Alexandre le Grand, il allait sans arrêt au bord du monde. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il disait à un moment à ses soldats que les géographes se moquent de nous parce que normalement on devrait déjà être au bord, on arrivait au bord et finalement ils ne sont jamais arrivés au bord puisqu'ils n'ont pas dépassé l'Inde et une fois qu'ils ont eu ras-le-bol des soldats, ils sont revenus en arrière sans avoir atteint le bord du monde. Bon. Mais quand vous lisiez par exemple Strabon, pourquoi je parle de Strabon? Parce que Strabon, ça va être
un des livres de chevet justement de Vasco de Gama. Il va commencer par des géographes de l'Antiquité. Ils vont avoir la notion de bord du monde. Donc tout le monde, les grands explorateurs veulent explorer le bord du monde. Ils ne veulent pas explorer des nouvelles contrées, c'est différent ça. Ça c'est un point de vue qu'on a nous quand on sait qu'elle est ronde et c'est fini. Donc on se dit voilà, ils veulent faire des choses nouvelles. Non, non, ils veulent vraiment explorer le bord du monde. Et donc le grand problème, même pour les Portugais, donc si vous voulez au niveau du XVe siècle, ils vont sans arrêt s'enfoncer au niveau de l'Afrique par le bord, donc du côté Portugal, mais personne n'arrive à atteindre le cap de Bonne-Espérance, c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas comme ça encore, et on considère que le monde s'arrête. Voilà. Donc vous voyez bien que si le monde s'arrête, bah pour passer, faire le tour pour aller en Inde, c'était vraiment une vue complète de l'esprit. Alors, c'est là qu'on revient sur un schéma que vous connaissez, qu'on mentionne des fois dans les conférences. Donc vous avez le premier niveau, c'est la réalité. D'accord ? Le deuxième niveau, c'est l'acte. Le troisième, c'est la vision. Ensuite, vous avez l'utopie. Et puis l'impensable. Et si vous arrivez à voir ces catégories, alors la réalité, bah, c'est la réalité dans laquelle on vit. L'acte, donc l'acte, disons, à notre époque, le plus sensible, bah, c'est l'acte politique. On élit un homme politique parce qu'on est censé dire, enfin penser au moins espérer, au moins croire qu'il va changer la réalité. Vous voyez? Donc évidemment, quand l'homme politique devient politique et il vous dit « je ne peux pas le changer, donc je veux faire de la réelle politique », il vous a roulé. D'accord? Parce que sinon, il est comme vous, quoi. C'était pas la peine de le dire. Bon. Mais pour qu'il fasse un acte qui change la réalité, il faut qu'il ait une vision. Bon. Et là, ça va être toute la problématique, par exemple, au niveau des Portugais. Alors, quelque chose qui est fondamental, donc là, on le voit un peu mieux. Alors, le premier voyage important pour cette approche-là, c'est que Bartolomé Dias, donc en 1487, donc 10 ans avant le voyage qu'on va mentionner, arrive enfin au cap de Bonne-Espérance. Donc là, c'est un exploit, c'est ce que j'appelle du raisonnement uniforme, c'est-à-dire que les premiers navigateurs portugais sont allés jusqu'au niveau du Cap-Vert, les suivants sont allés jusqu'au golfe du Gabon, etc. Et vous voyez, à chaque fois, ils font des sauts de puce. Enfin, de puce. Voilà. Hein. Oui, parce que les puces, ça saute haut. Hein. Si vous regardez leur taille, leur record du monde en saut en hauteur serait ridicule. Bien. Je ne parle même pas des sauterelles. Donc, c'est des sauts de puce révélateurs, mais linéaires. Dans quel sens? C'est ce qu'on appelle faire du côtier. Hein. D'accord? Donc, on ne s'éloigne pas trop de la Terre, parce qu'on dit on ne sait jamais quand même. Mais le problème de cette méthode, vous le connaissez bien, c'est quoi le problème de cette méthode? Non, l'orientation c'est bon parce que justement vous avez la Terre, donc c'est facile. Non. La longueur du voyage? Non, mais c'est moins faux ça. Ah. C'est moins faux ça. C'est qu'en fait, vous ne tenez pas du tout compte des vents. Vous réfléchissez simplement en termes de géométrie. Donc évidemment, en termes de géométrie, être près de la Terre, c'est très bien. Le problème, c'est que les vents peuvent être très mauvais et même être à l'envers. Bon. Donc ça, c'est un premier problème. Donc, en gros, si vous êtes ce qu'on appelle un marin d'eau douce, c'est bien d'être proche de la Terre quand même. Hein. Les vrais marins, c'est les vrais marins qui arrivent à se diriger en haute mer. De la vraie haute mer. Alors maintenant, pour avoir les ordres de grandeur, 1492, pour Christophe Colomb, c'est 36 jours de mer. Et vous savez tous que c'était vraiment limite, et que ça finit par tierra, donc il voit la terre, et c'était super content quand même. Hein. Bon. Donc là, ce qu'on va mentionner, avec Vasco de Gama, ils vont faire 3 mois de haute mer. C'est colossal. Hein. C'est colossal. Hein. Bon. Donc ça n'avait jamais été fait, on dirait ça un record du monde. Et si vous regardez l'ensemble du parcours qu'ils ont fait un parcours qui est plus grand que le tour de l'équateur. C'est lié à la qualité des bateaux aussi. C'est pas vraiment la qualité des bateaux seulement, parce que la différence entre les deux, c'est 5 ans.
D'accord? Dans la grande différence, pour ne pas vous donner complètement tort, mais c'est vicieux, c'est que Bartolomeo, il va être un des responsables de la construction du bateau de Vasco de Gama. C'est-à-dire que connaissant tout le trajet, il sait bien quel type de bateau peut supporter ce genre de navigation. Voilà. Donc en fait, avec il va avoir un savoir que les autres n'ont pas. Alors, il y a un autre savoir que les autres n'ont pas, on va le définir. Alors peut-être que je vais revenir sur les voyages, mais retenez bien donc les différents jalons qui vont se succéder. Donc c'est on sait qu'il y a un point de passage via Suez, mais qui est contrôlé. On sait que la Méditerranée existe, mais c'est contrôlé soit par l'Empire ottoman, soit par les Vénitiens. On sait qu'il faut passer par le bord de l'Afrique, on découvre pour la première fois, donc ça va être à partir de ce moment-là qu'on va appeler le cap de Bonne-Espérance. On sait aller d'Afrique en Inde. Mais personne ne sait joindre les bouts. C'est ça leur gros problème. C'est-à-dire que par morceaux, on connaît une certaine partie. C'est-à-dire qu'on sait aller du Portugal jusqu'au cap de Bonne-Espérance et on sait aller, c'est à peu près l'équivalent maintenant, du Kenya en Inde. Voilà. Ou alors, on sait aller, donc via Suez, on descend l'équivalent de l'Arabie Saoudite, on fait le tour avec la mer Rouge pour sortir sur l'océan Indien et pour aller en Inde. Bon. Mais on ne sait pas si ça peut passer de l'un à l'autre. Alors, il y a quelque chose qui est très important sur le plan géopolitique et des secrets d'État. C'est que quand Christophe Colomb découvre faussement les Indes, d'accord, parce qu'il se trompe, en réalité il découvre les Antilles, ça c'est pas grave, c'était l'esprit de l'époque, eh bien l'Espagne, qui essaie toujours d'accaparer le Portugal, donc nous aujourd'hui, essaie de dire que en gros, tout ce qui va se trouver, si vous voulez, à l'ouest, tout ce qu'a découvert Christophe Colomb, ça serait espagnol. Là, il y a quelque chose qui est très énorme en jeu, c'est qu'il va y avoir tellement d'enjeux, c'est qu'ils vont aller voir le pape, le roi catholique, pour que le pape fasse une bulle et dise oui, tout ce qui sera de ce côté-là sera espagnol, et sur pire que ça, c'est même ce que vous allez découvrir. Ce sera de toute façon espagnol. Bon, alors en fait, le roi du Portugal résiste par rapport à ça et considère que c'est pas normal. Il va négocier avec le roi d'Espagne et il va demander quelque chose qui est complètement aberrant pour le roi d'Espagne, mais qui est formidable au niveau géopolitique, quand même pour l'espionnage. Tu sais ça? Il va demander en fait de couper l'Atlantique en deux. Alors ils font l'océan Atlantique en deux. Alors les rois catholiques ne sont pas d'Espagne, ne sont pas connus pour leur intelligence. D'accord, on sait ça. Et c'était très bien parce que sinon ils n'auraient jamais signé ce traité. Alors pourquoi ce traité est en apparence idiot? C'est que si vous coupez l'Atlantique en deux, il n'y a aucun intérêt puisqu'il n'y a aucune terre. D'accord, le traité précédent via le pape, c'est-à-dire que tout ce que vous allez découvrir, ça sera aux Espagnols. Mais là on sait qu'il n'y a rien. Sauf que les rois espagnols ne savent pas ce que c'est le roi du Portugal. C'est que le Portugal a découvert en secret le Brésil. Formidable. Quand vous imaginez maintenant les tailles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les explorateurs portugais ont découvert le Brésil.
Ils sont bien gardés d'annoncer à tout le monde que le Brésil existait. Il faut le traiter, et quand vous faites le traité, le Brésil est à droite du trait. Oui, c'est formidable quand même. Oui. Donc en fait, n'oubliez pas que l'océan Atlantique va plus loin. Hein. Donc quand vous allez couper, c'est à peu près comme l'image, quand vous allez couper pour faire le milieu, eh bien ce bout là, il va être de ce côté. Et si vous réfléchissez bien, essayez de réfléchir maintenant au continent américain, et dites-vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui est espagnol et qu'est-ce qui est portugais? Et vous allez vous rendre compte, d'ailleurs vous le voyez bien, l'Argentine ne dépasse pas de ce côté, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que le Brésil, en fait, c'est la terminologie comme brasier, lorsqu'ils ont découvert du bois qui brûlait très bien et très longtemps. Voilà. Donc, pour vous dire quand même, c'est vraiment de la géopolitique de haut niveau quand même ça, parce qu'il faut envoyer des explorateurs. Donc normalement ils partent dans le vide, parce que c'est le bord du monde, ils découvrent un continent entier. C'est quand même le Brésil qui est vraiment un continent par rapport à ce que découvre Christophe Colomb, qui est simplement les Antilles. Ils ne le disent à personne. Et quand il y a un problème, ils font un traité où ils vont utiliser ça et après ils vont dire ben voilà, c'est le traité qu'on a ici. C'est à quelle époque par rapport à Christophe Colomb? Comment? À quelle époque par rapport à Christophe Colomb? Ah ben c'est juste après. Non mais c'est à cause, on voit grâce. Aujourd'hui c'est à cause des Portugais. C'est à cause de Christophe Colomb que le roi catholique va voir le pape pour décider que ce sera espagnol de ce côté. Sinon, ils n'avaient pas de point de repère. D'accord? Donc, en fait, on est exactement entre 1492 et 1497. Alors, c'est là qu'on va comprendre aussi quelque chose qui est très important. Je rentrerai dans les détails après. Ce que j'appelle le raisonnement non uniforme de Vasco de Gama. Alors, comme vous avez pu le regarder, Vasco par rapport à Bartolomeo va faire quelque chose de différent. Alors regardez les courants. Les courants, on les connaît bien dans l'océan Atlantique. Et vous avez par exemple par le nord le fameux Gulf Stream. Maintenant tout ça on connaît très bien parce que avec les météos. Mais imaginez bien qu'à l'époque, il y a que 2 ou 3 bateaux qui sont allés dans la région pour savoir ce qui se passe. Donc, ils ont un problème fondamental. C'est qu'ils savent que le courant va dans ce sens-là. Il faut déjà être vachement fort pour penser que comme lui il va dans ce sens-là, ça veut dire que lui il va dans ce sens-là. Oui, c'est fort. Mais l'autre point qui est fort, c'est que quand ils sont dans la partie nord, tous les navigateurs, même les gens qui sont très forts, se naviguent avec l'étoile polaire. Et ils ont un petit problème, c'est que dès qu'ils dépassent l'équateur, ils n'ont plus d'étoile polaire. Donc ils n'arrivent pas à se repérer. Et ça va être les astronomes qui vont dire aux navigateurs, pensez à utiliser la croix du sud. Qu'on n'appelle pas croix par hasard. Bien. Donc en fait, leur problème c'est que quand vous arriviez au niveau de l'équateur, d'un seul coup votre étoile polaire disparaissait, et puis vous aviez un autre phénomène des courants. Alors, si vous n'êtes pas très fort en navigation, ben vous faites comme ça. Bon. Si vous êtes super fort, d'accord, mais vraiment, hein, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il est quasiment parti comme s'il allait au Brésil. Donc les courants sont très forts dans ce sens-là. Donc il est séparé poussé. Et après, donc attention, à partir de là, donc il est au niveau du Cap Vert, il ne va pas vers l'Afrique. Heureusement que les marins ne savaient pas ça, parce que c'est une catastrophe. Donc au lieu de se diriger vers là, il va aller par là. Alors pourquoi? Parce que ça c'est un courant très fort. Et il va continuer comme ça, jusqu'à descendre quasiment au 31e, pour après aller très vite comme ça. Ben ça, il faut quand même le faire. Hein? Ça donne la chair de poule quand même. Et il reste 3 mois en haute mer. Donc pendant 3 mois, il fait son... Parce que là, je vais vous montrer les arrêts. Donc la partie de la plus terrible, c'est celle-là, où on a l'impression qu'en fait, il fait une énorme déformation, mais
Mais soyez pas bêtes. Il utilise les courants. Non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Comment c'est moi qui vous l'ai dit. Alors, Il est porté par les courants. non, pas les vents. Il est porté par les courants. Quoi? Il est porté par les courants. Non, mais ça, on l'a déjà dit, vous trichez. Oh, excusez-moi, j'ai du mal à entendre. Voilà, C'est ben, l'âge. moi aussi, j'ai du mal à parler. Mais bon. Alors, en fait, ce que vous Il oubliez, n'y a pas c'est une que ça, version c'est des vents? Non, pas du tout, pas du tout. C'est que ça, c'est une représentation en 2 dimensions, mais c'est la Terre. Or, ça qui paraît très grand, ça commence à être petit après. La rotondité. Voilà, donc la rotondité, ça ne marche pas que là, ça marche de l'autre côté aussi. Donc, plus vous descendez, si vous êtes dans l'hémisphère sud, elle tourne dans l'autre. Voilà. Comme ça, si vous avez une question piège, on vous dit que vous êtes fermé dans votre baignoire, vous voulez savoir si vous êtes dans l'hémisphère sud ou nord, vous regardez comment l'eau part. Ça peut arriver. Tromper des hémisphères. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est vraiment un acte formidable au niveau intellectuel parce que ça présuppose énormément de niveaux de réflexion. C'est-à-dire, il faut avoir une grande connaissance des courants. Il ne faut pas avoir peur de naviguer en mer, en haute mer, et même pendant une très grande durée qui n'avait jamais été effectuée. Il ne faut pas avoir peur de la disparition de l'étoile polaire, et donc se baser sur la croix du Sud. Et ça, c'est quand même formidable si vous réfléchissez bien. Pourquoi? Parce que si vous avez fait un minimum d'astronomie, le fait que l'étoile polaire tombe pile sur l'axe nord-sud, on a vraiment du beau quand même. Bon. Donc en réalité, vous savez bien que la petite ours tourne un peu, sauf l'étoile polaire. Donc on a l'impression que tout le monde tourne autour d'elle. Bon. Si vous prenez l'équivalent avec la croix du Sud, ça tourne, mais on sait en fait à peu près comment ça tourne. Et là, leur idée, c'était de dire que c'est rond, ça tourne, donc il y a un axe. Et donc, avec le nombre d'étoiles qu'il y a, forcément, il doit y avoir des étoiles qui doivent tourner très peu, de l'autre côté. On verra bien qu'on va y arriver. C'est fou quand même. D'accord? Donc, ça, c'est l'ensemble des considérations que va faire. Alors, je vais revenir un peu en arrière maintenant, que je vous ai expliqué ce raisonnement. Alors, vous comprenez maintenant, si on n'explique pas ensemble ce raisonnement, on ne comprend pas bien la trajectoire noire. On dit pourquoi il part comme ça. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est très intelligent, mais très intelligent, ça veut dire aussi utiliser l'intelligence des prédécesseurs. Donc, il va utiliser les compétences de Bartolomeo pour faire le bateau. Il va évidemment utiliser les compétences des géographes et des astronomes pour savoir à peu près où se trouve le cap de Bonne-Espérance, parce qu'il fallait bien qu'il calcule son coût. Quand il allait descendre comme ça pour taper après, il fallait à peu près qu'il trouve l'endroit. Non, parce que n'oubliez pas qu'en fait, parce que vous allez me dire, voilà, d'abord, il aurait pu descendre sur des rugissants, etc., encore pire, mais en fait, il ne savait même pas si ça existait. Donc au moins, le cap de Bonne-Espérance, il savait que ça existait. Parce qu'il aurait pu descendre encore plus bas pour passer directement. Et ça veut dire que pas de ravitaillement, encore en mer, etc. etc. Bon. Donc, quand il est dans cette zone, les marins commencent quand même à trouver le temps long. Hein. Donc déjà, vous voyez, donc c'est à peu près l'équivalent que vous avez avec Christophe Colomb. Donc, et ce qui est formidable, c'est qu'il va quasiment taper sur le cap de Bonne-Espérance quand même. C'est-à-dire, partir de là, faire un trajet comme ça, qui dure 3 mois en haute mer, et taper là, chapeau quand même. Hein. C'est pour ça que c'est le seul qui réussit à le faire. Hein. Parce que les autres, ils ont essayé quand même. Hein. Donc là, c'est pas une chance, hein. C'est quand même... Oui, voilà. Non, il a vraiment tout utilisé. Alors, donc, en fait, là, on peut voir aussi le voyage pour pouvoir comprendre les comparaisons. Donc, vous voyez, vous avez un autre voyage, disons, classique, qui va partir du Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, donc Égypte, Arabie Saoudite, et après on va avoir justement Bello de Covilla qui va aller en Abyssinie, hein.
Et de l'autre côté, en fait, on va avoir Afonso qui va aller directement. Donc on sait ce chemin qu'il existe. Ensuite, on a, avec Bartholomé, on sait qu'on peut arriver au Cap de Bonne-Espérance. Et là, vous remarquez quand même que comme il est complètement en terrain inconnu, ben, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il navigue comme faisaient les gens avant. Du cabotage. Eh oui. Parce que là, il se dit, il faut quand même pas non plus délirer. Hein. Je veux dire, on a fait déjà ce coup-là, mais là, c'était très bien calculé, en connaissant un morceau du Brésil, un morceau du Cap de Bonne-Espérance, parce que Santiago, Cap-Vert, Canaries, donc ça, ils connaissaient tout ce morceau. Mais là, de ce côté, c'est le néant. Hein. Donc, parce que là, vous pourriez dire encore, pourquoi il n'a pas fait ça? D'abord, ici, on n'a pas la plaque tournante qu'on a là, donc on ne sait pas comment il fait, lui. Vous voyez? Parce qu'il faut être quand même assez subtil pour avoir maintenant des images météo avec tous les vents, pour vous dire, oui, bien sûr, si ça tourne comme ça, l'autre, ça devrait tourner par là, l'autre alors. D'accord. Mais là, c'était quand même... là, c'était de l'impensable. Hein. Là, il était déjà dans le domaine de l'utopie, mais là, c'était de l'impensable. Et donc là, ben, il va faire ces points qu'on va analyser un peu plus. Alors, donc, voilà. Alors ici, vous voyez, donc ça c'est aussi pour Jean-Roland, ça nous fasse plaisir qu'on voit les dates précises. Alors vous avez les durées en jours de voyage et vous avez les temps d'escale. D'accord? Donc vous avez Lisbonne, Santiago, c'est le Cap-Vert. Donc en fait ils partent le 8 juillet 1497, 19 jours de voyage. D'accord. J'espère que vous remarquez le temps d'escale. 0. Donc ils arrivent à baie de Sainte-Hélène, donc le 7 novembre, 96 jours de voyage. À l'île de Sainte-Hélène, ils font l'escale. On connaît un autre qui a fait une escale là-bas, plus tard. Oui. Voilà, prolongé et enfin, forcé. Donc, et là, vous voyez de nouveau, donc Sainte-Hélène, le Cap de Bonne-Espérance, ça fait 6 jours. 3 jours après pour aller à São Brás. Alors, évidemment, ça, il aurait fallu... C'est les noms qu'ils vont donner au fur et à mesure, donc il faudrait les renommer avec les appellations actuelles. Mais ça vous donne quand même à peu près ses capacités en termes de voyage, c'est-à-dire que le 19, 96, 6, 3, 20, 14, 9, 6... après, quand ça va devenir beaucoup plus petit, c'est parce qu'on est très près. Et ça fait en tout quand même 315 jours. Presque un an, quoi. Hein? Donc, et alors, ce qui est aussi formidable, parce que donc on va l'analyser aussi, mais vous le voyez aussi avec à peu près les heures, à peu près les équivalences, quand vous faites le symétrique, c'est que le 94 que vous revoyez aussi, le 29 et le 76, correspond bien à ce que vous voyez avec 96, le 20, etc. Donc, ils ont été capables, après, de revenir en arrière par rapport à ça. Alors, essayons de voir maintenant sur la carte. Donc, on avait cette partie-là. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Alors, donc là, il y a... Bon, il faudra avoir un chroniqueur. Alors, on n'a pas de chroniqueur lui-même, comme Magellan. Donc, il avait quand même quelqu'un à son bord qui avait son journal de bord. Donc, on sait exactement comment il... C'est pour ça qu'on connaît aussi précisément les arrêts. Enfin, bon, c'était pas un littéraire non plus. Mais bon, on ne demande pas aux gens d'être au Châteaubriand pour faire ce genre de voyage. Et on connaît les détails, si vous voulez, au niveau pratique. Et on sait aussi les problèmes qu'il a eu. Alors en fait en Afrique ça s'est pas très bien passé. Au départ ça s'est quand même relativement bien passé. Et puis il y avait des tensions internes aussi bien au niveau du bateau qu'au niveau des Africains. Et il y a même eu des luttes. Donc pour vous montrer, donc là c'est à partir du départ. Donc on dépasse le cap de Bonne-Espérance, mais là c'est la 4e armada, alors je ne vais pas vous mélanger. Donc là, on est quand même au niveau du premier voyage.
Et donc le premier voyage, il va arriver jusqu'au Kenya. Alors là, ils vont faire quelque chose qui est assez drôle. Il va rentrer la première fois en contact avec un chef arabe, donc qui va relativement bien se passer. Et puis après, Vasco de Gama, vous avez tous maintenant compris que c'était un très grand navigateur, mais justement les très grands navigateurs connaissent aussi leurs limites. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il faudrait que j'ai quelqu'un qui sache aller bien en Inde. Et donc, il va demander à son contact arabe de trouver un pilote. Alors, il trouve un pilote italien. Ça prouve aussi que les gens qui étaient passés par là aussi, et qui connaît très bien donc, le point d'accès, mais l'autre ne lui donne pas, le pilote italien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il capture, il prend en otage le conseiller, et il le met sur le bateau, et ensuite il propose l'échange entre le conseiller et le pilote. Voilà, donc il a dû faire ce genre de choses aussi pour s'en sortir, et pour finalement donc arriver à Calicut, donc Calcutta. Et donc, ils vont revenir. Alors, il va y avoir plusieurs passages. Il ne va pas faire un seul voyage, on va revenir, mais sans cesser pour la 4e Armada, c'est en 1502. Et c'est pour vous dire aussi, on va voir les attaques. Alors, la première fois, il va y aller, ça va être relativement bien, entre guillemets, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand même, au bord de l'Afrique, ils sont obligés de faire des actes de piraterie avec d'autres bateaux, parce qu'ils ont un problème de ravitaillement, donc tout ne se passe pas aussi facilement que prévu. Mais ensuite, ils vont avoir affaire à des véritables attaques, aussi bien en Inde. Et là, si vous voulez, au niveau, à partir du 3e voyage, on va considérer qu'il va rentrer pas simplement dans des actes de piraterie, mais carrément des actes qu'on appellerait maintenant du colonialisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les premiers éléments de l'Empire portugais. Donc il s'agit maintenant d'être, c'est pour ça qu'il va être nommé 20 ans après, vice-roi des Indes, comme empire. Donc là, le Portugal arrive à avoir un territoire colossal. Alors, il faut bien se rendre compte, je vais vous montrer, pas ça, ici, tout ça aussi, mais ça c'est pour l'Empire ottoman, pour vous rendre compte. Alors, il faut arrêter la carte, il faut l'arrêter vers nos dates. Donc, vous voyez que l'Empire ottoman, en 1300, où il se trouve, donc classiquement, et puis on va arriver jusqu'avant la partie verte complètement, et vous comprenez bien ce qui va se passer, c'est que c'est un investissement dans le futur. Là, c'est fondamental, parce que c'est ça, il ne s'agit pas simplement de trouver le point d'accès, il faut que ce point d'accès soit bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Cette région-là, elle était condamnée. Bon. Donc, ils ont trouvé ce système pour une région qui est ici. Mais, quand vous regardez les dates, c'était vraiment une condamnation. C'est-à-dire que si d'un seul coup, par exemple, qu'est-ce que j'essaie de mettre en avant? Si d'un seul coup, par exemple, 10 ans après Vasco de Gama, finalement, ça s'ouvrait le canal de Suez. Tout ce qu'il avait fait, c'était ridicule. On aurait dit qu'au niveau du tempo, bah voilà, il a fait ça, mais ça ne servait à rien. C'est pour ça qu'on passe par ailleurs. En réalité, la situation va s'aggraver. L'Empire ottoman, vous voyez les accusations vertes, donc 1512-1520. Donc là, on est en plein, il va mourir en 1524. Hein. Et vous regardez après qu'on a Suleiman le Magnifique, jusqu'en 1699, qui va être l'extension extrême, eh bien, toute cette partie pour accéder à l'Inde était complètement tuée. Et pas tuée simplement à cet endroit-là, mais aussi à celui-là. Alors pour vous rendre compte, parce que les Anglais sont un peu différents, bah les Anglais ils étaient aussi bien là que là. Voilà. Si vous appelez ça du hasard, parce que vous ne connaissez pas la stratégie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'accès à l'Inde était une innovation, quelque chose vraiment de révolutionnaire, une
une vision et en plus d'une grande efficacité sur le plan stratégique, parce que même 2 siècles après, on n'avait toujours pas le point de passage. Donc quand c'est que ça va s'effondrer, ça, ben, c'est simplement avec le canal de Suez, donc en 1869. Donc c'est un apport colossal. Alors là, vous pouvez voir, si vous allez au Portugal, donc à Lisbonne, donc dans le monastère des Hieronymites, on peut voir donc la sépulture de Vasco de Gama. Alors vous remarquez sur le bord, là, vous voyez les croix, les fameuses, vous voyez l'équivalent d'une terre pour la rotation, et le bateau qui est au centre, donc le Saint-Gabriel, qui lui a permis pour la première fois. Alors, il va être, comme j'avais dit, non seulement, il était déjà noble, mais il va avoir un rang donc, en tant que comte et vice-roi des Indes, mais ça va être fait simplement 20 ans. Pendant 20 ans, il est un peu mis au placard, entre guillemets, et finalement, il arrive à s'en sortir, et il reprend le devant de la scène. Alors ça, je le dis ça même pour mes amis, hein, des fois on peut être mis... Hein, Daniel? Des fois, on ne peut pas être de nouveau devant la scène. Alors, là, c'est une... Je vous le montre, vous voyez là, sur lui il a une croix. Et vous voyez que la croix là, vous la voyez ou pas? Eh bien, il y a une pointe, mais c'est une épée. C'est une épée. Et en fait, ça, c'est justement les attributs des chevaliers de l'ordre de la croix et de l'épée, puisque son père était dedans, et son père était maître. Et les rois portugais se sont emparés, si vous voulez, de cet ordre, mais de façon beaucoup plus judicieuse que les rois français, puisque les rois français ont tapé sur les Templiers de façon effroyable. Et en réalité, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont rentrés dans l'ordre, et après, il y a eu une décision royale comme quoi le grand maître de l'ordre, c'était nécessairement le roi du Portugal. Et donc, ça a été absorbé, et l'ordre a continué, et même maintenant, il est devenu honorifique. Cet ordre-là, il faut le savoir, par exemple, donc il a 5 niveaux, cet ordre, donc chevalier, grand croix, etc., vous voyez. Et on en connaît quand même un qui l'a, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Mais là c'est complètement honorifique, mais c'est vraiment la continuation de cet ordre qui est allé jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà, donc c'était un... Je vous ai tout montré, donc si vous avez des questions peut-être plus précises, on pourra en parler. C'était, je pense, comme ça vous avez une vision. Et je voulais mettre vraiment en avant le fait que c'était une très grande intelligence de la part de Vasco de Gama d'avoir réussi ce coup. Et c'est pas simplement un simple navigateur, hein, parce que on a l'impression que bon, si on s'en sort bien, on fait un peu d'eau, on se met sur un bateau, on est financé, etc. Bon. Donc c'est une époque où les bateaux n'ont rien à voir avec les bateaux contemporains. La notion des vents, des courants et même au niveau astronomique ne sont pas aussi évolués. Il faut quand même avoir du cran et avoir des problèmes aussi de logistique. Parce que ça je ne l'ai pas mentionné parce que c'est un peu technique. Mais quand vous partez en mer et vous savez à l'avance que vous allez rester 3 mois, ça veut dire qu'il faut prévoir à manger. Et alors, ce qui est formidable, alors ça fera plaisir à Jean-Roland, on sait exactement le rationnement. C'est-à-dire qu'on sait combien de biscuits, de livres de viande étaient prévus au quotidien pour une personne pour pouvoir faire le rationnement. Parce que le rationnement, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, enfin, c'est l'équivalent aussi dans les restaurants. Une grande formation pour des gens qui sont après restaurateurs, c'est l'armée. Parce que là, je parle pour les dames par exemple, donc vous savez tous cuisiner, c'est très bien. Mais si d'un seul coup on vous dit faites un repas pour 400 personnes, eh bien le problème du rationnement il devient vital, quoi. Parce que là, c'est pas à peu près, je mets 3 légumes, et on s'en sort pas.
Et là, imaginez que ça devait être tout placé dans les cales, que quand ils étaient en Afrique, ils ont perdu un bateau, et avant qu'ils le perdent complètement, ils ont réussi à reprendre ce qu'ils avaient dans les cales pour le mettre dans l'autre. Donc, ils étaient vraiment, ce qu'on appellerait maintenant, nous, dans ce qu'on appelle la logistique, à flux tendu, c'est-à-dire c'était vraiment limite. Et quand ils arrivent au bord du Kenya, ben là, ils sont quasiment à la fin, et donc ils vont rentrer dans des actes, disons, qu'on appellerait maintenant de piraterie, mais bon, eux, ils étaient avec des canons, c'était une petite armada quand même, hein, les 5 navires, mais maintenant peut-être une vision plus astrologique. Imaginez que vous faites 150 personnes avec des bateaux dont le plus grand fait 27 mètres sur 8 mètres 50. Il y a quand même une promiscuité quand même assez grande. Tu veux dire qu'il y avait 150 personnes Non, ils étaient à peu près une cinquantaine par bateau. D'accord. Dans le plus grand. C'est ça l'idée. Mais vous savez, si vous prenez la fenêtre à l'autre fenêtre, hein, vous avez combien de mètres là, vous croyez? Voilà, c'est 8,50. Donc imaginez maintenant que c'est l'autre bateau et ça c'est votre largeur. Je peux vous assurer que même au niveau mental, quand vous avez juste cette largeur et qu'on est tous comme ça dedans, et que de ce côté c'est bleu, de ce côté c'est bleu, là c'est bleu et là c'est bleu, en 3 mois, sans savoir vraiment si on arrive au bord du monde, quand même, par ailleurs. On considérait que les eaux chutaient comme les chutes du Niagara. Voilà. Donc c'est pour ça, ça faisait quand même pas mal de choses. Et au départ, ce trajet était prévu pour son père. Et finalement, le roi, en se rendant compte que Vasco de Gama était vraiment extraordinaire en tant que navigateur, l'a donné au fils. Parce que vous voyez par exemple les dates, hein, vous pouvez comprendre. Hein. Donc 1497, en étant de cet âge-là, vous comprenez bien que c'était quand même vraiment jeune pour être responsable d'une armada de 5 vaisseaux de 170 hommes sur un trajet qui va durer 1 an. Voilà. Donc il va être énormément remercié par le roi du Portugal. Le Portugal va s'enrichir considérablement parce que par la suite le Portugal va s'enrichir de façon un peu moins humaine, exactement comme pour l'Espagne. Il va y avoir la traite des Noirs, etc. Mais là au départ on mise sur les épices. Parce que c'est pour ça que je vous dis, on verra au niveau du repas, retenez bien l'idée que même encore de nos jours, quand on parle des épices, il reste encore très cher, mais à l'époque c'était vraiment leur pesant d'or, littéralement. Et même maintenant, si vous faites vraiment le grammage, vous allez vous rendre compte que et si c'est certaines poudres un peu différentes, genre curcuma, etc., alors là, merci à vous tous. On va prendre quelques questions. Et alors, est-ce que vous imaginez que ces navigateurs, avec tous ces marins, Parlez plus fort, s'il vous plaît. j'ai toujours imaginé que ces marins et ces navigateurs qui partaient à l'aventure devaient se dire on part, on ne sait pas si on reviendra. Non. Alors, eux, ils partaient pour revenir. Parce que leur but, c'était pas de s'installer par exemple aux Indes, c'était de pouvoir ramener des richesses au roi. Parce que tout le système était financé entièrement par le roi, et leur but c'était de dire ouvrez la voie et ramenez des richesses. Mais il faut une sacrée confiance pour se dire on va y arriver et on reviendra. Non, mais à l'époque, l'espérance de vie était de 35 ans. Alors qu'on aille en mer ou qu'on reste à gratter le sol par terre. Non, ça va pas. J'ai vu le Portugal, c'est tout. Alors ça, c'est la France. Non, voilà. Et par ailleurs, n'oubliez pas que c'était un problème vraiment de jonction. C'est-à-dire que l'Inde, on connaissait,
on connaissait le Kenya, on connaissait de côté le Brésil, on connaissait le Cap-Vert, mais on ne savait pas comment relier. Donc ils y allaient en étant sûrs que sur place, ils auraient quand même du ravitaillement. Ils n'allaient quand même pas complètement à une découverte. Ce qui était important, c'était la jonction. Et ça, c'était quelque chose d'impensable, parce que retenez bien aussi notre idée au niveau du temps, c'est qu'il fait ce contour, on l'a mentionné, pour gagner du temps, et malgré ça, il fait 315 jours. Donc s'il avait fait du cabotage le long de l'Afrique, il serait sur 2 ans. Parce qu'en fait, le problème avec le couple que fait l'Afrique, dans le Golfe, vous avez des vents complètement contraires. Donc vous imaginez s'il faut louvoyer pour redescendre jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Donc c'était ça la difficulté, la jonction. Alors Daniel, c'est bon? Je vais sortir.